Le monde économique est en colère. Plusieurs secteurs souffrent du manque d'eau et sentent leur existence menacée. Mehdi Keïta, premier vice-président de la CGPME, est l'invité de notre édition. Et la saison cyclonique a débuté le 1er juin. Certains spécialistes la voient très active et d'autres relativisent en fonction des données connues. Le reportage de Bénédicte Jourdier dans ce journal est honneur à un grand champion. La ville des Abîmes a décidé de porter au pinacle l'un des plus grands et modestes champions cyclistes de l'archipel, Valentin Clerc, son portrait par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Le monde économique est en colère. Les organisations patronales refusent de faire de l'ingérence dans le conflit de l'eau, mais tirent la sonnette d'alarme. Sans eau, de nombreuses entreprises seront contraintes, si cela perdure, de mettre les salariés en chômage partiel, selon Guadeloupe Économique. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Le monde des entreprises dans son ensemble s'est réuni pour tirer la sonnette d'alarme. Le manque d'eau au robinet plonge tous les secteurs dans une catastrophe économique. Dans le secteur touristique, touché de plein fouet, on craint la fuite des clients. On ne peut pas faire d'hôtellerie sans eau. Il y a des problèmes d'excréments, il faut aller prendre des seaux dans les piscines pour pouvoir évacuer les toilettes. Alors vous faites ça pendant 24 heures, mais au-delà de 24 heures, on ne sait plus faire. On n'en peut plus, on ne peut plus, les clients s'en vont, les hôtels vont fermer. C'est une catastrophe économique pour le tourisme. Depuis dimanche soir, Sainte-Anne et Saint-François n'a pas une goutte d'eau. On doit assurer un service minimum. On ne peut pas prendre la Guadeloupe et l'économie de la Guadeloupe en otage pour régler des problèmes. On peut tout comprendre, sauf que le service minimum doit être assuré pour que nos entreprises continuent à vivre, même si elles sont handicapées par des ruptures d'eau qui peuvent durer 24 heures, mais pas plus. Les organisations patronales parlent d'une seule et même voix pour informer la population et les donneurs d'ordre. Si ce week-end le précieux liquide n'est pas distribué, il sera difficile pour les entreprises et singulièrement les très petites entreprises de repartir. J'appelle effectivement les protagonistes à se réunir le plus tôt possible pour trouver une solution. Et cela, on le dit avant la fin du week-end, mais j'aurais bien aimé que ce soir, le service minimum se mette en place pour que les entreprises, ceux qui sont dans l'hôtellerie, dans la restauration ou dans l'industrie, réalisation d'agroalimentaire, aient des moyens de travailler aujourd'hui. C'est terrible aujourd'hui que nous devrions réfléchir à sortir justement la Guadeloupe de situations difficiles. C'est pour ça que Guadeloupe Économique réfléchit et se met ensemble tout le temps pour qu'on puisse faire face à ces difficultés. Nous, face aussi au gouvernement pour leur dire, particulièrement pour le BTP, qu'il faut des mesures qui nous permettent effectivement de relancer l'économie. Ce n'est pas le moment aujourd'hui d'avoir en plus un problème d'eau dans nos entreprises. Ça, on ne peut pas accepter cela. Le monde économique veut peser de tout son poids pour éviter le marasme. Il est suspendu au robinet. Et face à l'urgence de la situation, les élus guadeloupéens, actuellement au Congrès des maires à Paris, se sont réunis au ministère de l'Outre-mer pour avancer sur la question de l'eau. Ils ont signé un accord. Celui-ci prévoit d'engager le plus rapidement possible le processus de création d'un syndicat unique mixte déjà nommé Eau de Guadeloupe. Le reportage d'Éric Dupuis d'ATV Paris. Autour de la table, des élus de tous bords et représentants des collectivités territoriales. Convoqués par Georges-Paul Angevin, ils ont réussi à Paris ce qu'ils avaient échoué il y a plusieurs mois en Guadeloupe, c'est-à-dire tomber d'accord. Nous sommes réunis de manière à pouvoir poursuivre le processus concernant la constitution d'un syndicat unique de l'eau, l'eau Guadeloupe, puisque nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, c'est la structure qui permettra d'assurer cette performance et la continuité pour les usagers, mais aussi de prendre en compte les problèmes des salariés aujourd'hui qui sont concernés par ces différents organismes d'eau. Ce qui a débloqué cette situation, qui n'avançait plus depuis si longtemps, c'est l'urgence face à la pénurie d'eau au pays. Avec cette annonce, les élus espèrent bien, depuis Paris, rassurer les agents du SIAG. Les dire que aujourd'hui, ils auront une structure unique, ou bien un syndicat mixte ouvert, qui pourra prendre en considération leurs demandes et être là à leur disposition pour travailler. Les élus ont privilégié ce jeudi une création ex nihilo d'un organisme dont le nom devrait être Eau de Guadeloupe. Ce ne serait donc pas une fusion entre la Générale des Eaux et le syndicat déjà existant, mais les agents devraient prendre part à son élaboration. Il est important pour nous aussi de dire qu'ils ne sont pas en marge
de la solution, ils sont dans la solution. La solution va aussi intégrer le personnel qui est actuellement en grève. Les collectivités territoriales ont prévu de réunir tous les acteurs de la distribution de l'eau en Guadeloupe dès lundi prochain pour que le processus s'enclenche et que cela mette un terme à la contestation. Et le premier vice-président de la CGPME nous a rejoint sur ce plateau. Mehdi Keïta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la situation aujourd'hui de l'économie en Guadeloupe après 2 jours de coupure d'eau? C'est pas plus de 2 jours, c'est depuis dimanche soir qu'il y a des coupures d'eau, surtout sur Sainte-Anne et Saint-François. Alors, la situation économique est surtout le fer de lance avec l'hôtellerie qui est bloquée depuis dimanche, où c'est vrai qu'il y a des hôtels qui n'ont pas d'eau, donc surtout sur Sainte-Anne et Saint-François. Et donc l'idée de Guadeloupe économique était de tirer la sonnette d'alarme sur cet étendard, sur ce fer de lance qu'est l'hôtellerie par rapport à l'économie guadeloupéenne, en disant attention, un hôtel qui n'a pas d'eau avec des touristes dedans, c'est catastrophique parce que c'est cette image-là qui ressort de la Guadeloupe et qui va à l'extérieur et qui donne une très mauvaise image. Quels sont les secteurs les plus touchés justement par cette grève? Tous les secteurs, en premier lieu sur l'hôtellerie parce que c'est le fer de lance, mais avec l'agroalimentaire sera touché, les entreprises de béton qui font du BTP ont besoin d'eau pour faire, donc ils en ont besoin, et toutes les entreprises de Guadeloupe qui travaillent avec de l'eau, ou même qui ont des salariés qui travaillent chez eux, s'ils n'ont pas d'eau, ils ne vont pas travailler, donc il faudra à un moment arrêter de travailler. Mehdi Keïta, lorsqu'il y a crise économique, les entreprises ont tendance à utiliser leur personnel comme variable d'ajustement. En est-on déjà arrivé à ce stade? Non, je pense que ce n'est pas comme ça. Je pense que l'idée vraiment, je ne pense pas que les entreprises fassent le personnel comme variable d'ajustement. Si vous avez un carnet de commandes qui est plein, vous allez avoir votre personnel dedans. Ce n'est pas une variable d'ajustement, le personnel, parce que le personnel, c'est l'entreprise, ce qui fait que l'entreprise fonctionne. Par contre, c'est vrai qu'il est important de tirer la sonnette d'alarme parce que la Guadeloupe a besoin de ces entreprises pour fonctionner, pour avoir des salariés, pour lutter contre le chômage. Et c'est évident que tous les éléments structurants d'un pays, que sont l'eau, l'électricité, les déchets, il faut qu'ils soient à un service minimum, en tout cas qu'ils puissent fonctionner bien pour que l'entreprise fonctionne. Vous avez entendu tout à l'heure la réaction des élus de la Guadeloupe. Ils sont prêts justement à créer cette fameuse structure unique, le syndicat unique de l'eau. Est-ce que cette nouvelle vous réjouit? Bien sûr que ça réjouit et bien sûr qu'il faut. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait parce que c'est dommage de voir que depuis tant d'années, bien sûr qu'il y a la grève et le droit de grève est un droit constitutionnel. Donc on comprend que les salariés puissent faire grève, mais il y avait quand même des problèmes bien avant ça, bien avant la grève, des problèmes d'eau dans certaines zones de la Guadeloupe et c'est vrai que c'est anormal. Donc heureusement, il faut qu'il y ait un syndicat unique de l'eau. Il faut en tout cas qu'il y ait une structure qui permette aujourd'hui en Guadeloupe d'avoir de l'eau de façon continue. Et ça, effectivement, vous le disiez, la Guadeloupe est souvent victime de coupures d'eau, les Guadeloupéens en tout cas. Pourquoi Guadeloupe économique n'intervient que maintenant, quand la catastrophe est déjà là? Parce que au niveau de l'eau, la Guadeloupe économique n'intervient pas dedans. C'est un problème qu'il y a entre les salariés et les élus. Donc la Guadeloupe économique qui a été créée l'année dernière a pour objectif justement de pouvoir essayer de tirer la sonnette d'alarme sur les problèmes que les entreprises de Guadeloupe peuvent avoir et surtout de bien montrer que nous réagissons tous de façon unie, que ce soit le MEDEF, la CGPME, la FTPE, toutes les entreprises, les MPI, pour bien montrer que nous avons un seul objectif commun, c'est de faire que l'économie guadeloupéenne soit le firmament et soit au plus haut niveau qu'elle peut être, quoi. Les charges sociales n'attendent pas le moindre retard et elles se soldent par une augmentation supplémentaire et des pénalités. Qu'attendez-vous des caisses sociales qui exercent une forme de pression? Est-ce que vous avez sollicité des échéanciers? Non, c'est pas ça l'objectif aujourd'hui. C'était pas ça. Vraiment, l'objectif de Guadeloupe économique, c'est de dire attention, il y a une grève de l'eau. C'est un droit imprescriptible. Vous avez le droit de faire grève, bien sûr, mais attention. Pensez aussi que l'économie guadeloupéenne ne fonctionne et que si l'économie s'arrête, parce que si la grève de l'eau continue, parce que là on a fait un peu en anticipé, si la grève continue et que l'économie s'arrête, c'est comme un vieux diesel, ça met beaucoup de temps à redémarrer et donc les conséquences sont longues après à redémarrer. Mais je tiens à vous dire aussi que Guadeloupe économique avait réagi quand il y avait des problèmes de paiement, quand les institutions ne payaient pas les entreprises. Guadeloupe économique a réagi en disant attention, ça ne paye pas. Donc oui, on réagit non pas que pour les problèmes d'eau, mais attention, quand il y a des soucis, il faut réagir. Quelle sera la prochaine étape de votre mobilisation? Non, pour l'instant on ne la connaît pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le Guadeloupe économique se mobilisera chaque fois qu'il y aura des problèmes sur les éléments structurants de la Guadeloupe. En tout cas, qui
pourront, ou des éléments, des choses qui pourront faire que l'économie guadeloupéenne ne fonctionne pas ou ne tourne pas, ou en tout cas ne permet pas d'embaucher des jeunes Guadeloupéens, en tout cas des Guadeloupéens. C'est ça que le Guadeloupéen va toujours réagir par rapport à cela, oui. Alors, le tourisme était bien reparti ces derniers temps avec l'arrivée des Américains en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a une possibilité de rattraper ce retard ? Je pense qu'il y a une possibilité de le rattraper. Je pense qu'il y a une concurrence féroce entre les îles de la Caraïbe et la Guadeloupe et la Martinique aussi. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'à Saint-François, il y a un tournoi de golf qui est international. Donc, c'est des personnes internationales qui viennent jouer au golf en Guadeloupe, donc qui ont une aura internationale, qui ont des contacts internationaux. C'est évident que ce n'est pas bon d'avoir un hôtel qui n'a pas d'eau lors d'un tournoi international de golf. Ce n'est pas bon parce que c'est évident que ces personnes-là vont appeler leurs amis ailleurs, ils vont dire, vous savez, la Guadeloupe n'a pas d'eau, non pas parce qu'on est en période de sécheresse, mais parce que des personnes font grève. C'est jamais bon. Et là, vous vous adressez à qui exactement? Au personnel gréviste ou à la direction du SIAG? Je pense que c'est à tous les Guadeloupéens qu'on s'adresse pour dire à tous les Guadeloupéens, nous avons un bien commun, qui est la Guadeloupe, qui est le chômage. On voit bien que c'est quelque chose d'important. Et il faut que chacun prenne conscience de l'importance d'une entreprise. L'entreprise, ce n'est pas que des patrons, ce sont les employés aussi, ce sont des salariés, et que donc on a un fort taux de chômage aussi en Guadeloupe, et qu'il est important que tous les éléments structurants de la Guadeloupe fonctionnent de façon pérenne pour qu'on puisse travailler sereinement. Je tiens à dire aussi que, attention, c'est vrai qu'on fonctionne de façon pérenne, mais surtout, ce qui est très important de faire comprendre, c'est que pour que l'entreprise fonctionne, il faut que des Guadeloupéens s'entendent entre eux. Et quand le fer de lance, le tourisme, ne fonctionne pas, c'est tout ce que l'on montre à l'extérieur de la Guadeloupe. Merci Mehdi Keita d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous. En Guyane, environ 20% des habitants de la communauté d'agglomération du centre littoral n'ont pas accès à l'eau potable. Par contre, pour répondre à cette carence, des bornes fontaines ont été installées dans les zones concernées. Mais ces points sont souvent difficiles d'accès pour les habitants, une galère, notamment pour les résidents du quartier de la Matine à Cayenne. On regarde le reportage de Xavier Paul Lepeletier d'ATV Guyane. Tu vois le savon là, tu vois ça là, et tu fais le douche. Se laver avec une écuelle, c'est malheureusement une réalité pour des milliers d'habitants de la CACL qui ne sont pas raccordés au réseau de distribution d'eau. Nous avons besoin de l'eau pour que les petits peuvent aller à l'école, pour prendre la douche toute bête, pour faire les manger. Nous avons besoin, je n'ai pas un travail fixe. Mais pour ça, tu fais économique en l'air de l'eau. Pour ça, tu vas venir prendre deux jerrycans seulement. Afin de respecter les recommandations de l'OMS de fournir chaque être humain en eau potable, la communauté d'agglomération du centre littoral, à l'instar d'autres communautés d'agglo guyanaises, a mis en place près d'une trentaine de bornes à eau sur son territoire. La première borne fontaine monétique qui a été installée en France, elle a été installée ici, en Guyane, au début des années 90. Il y a une lecture qui est faite par la carte électronique qui est insérée dans la borne. Et donc l'électrovanne, donc c'est une vanne électrique qui s'ouvre et qui débite l'eau et qui en même temps défalque à l'intérieur de la puce de la carte le volume qui est passé. Donc quand la carte est vide, il faut retourner à la Société guyanaise des eaux pour recharger la carte, remettre des unités à l'intérieur, un peu comme une carte téléphonique si vous voulez. À 10,50 € les 5 mètres cubes mensuellement pour un foyer, le prix de l'eau ainsi dispensée est plus élevé qu'une facturation classique, ce en raison des coûts d'exploitation. Problème, il n'y a pour les 5000 km² de superficie de la CACL qu'un seul point où recharger sa carte. De quoi expliquer les actes de vandalisme que subissent les bornes. Le coût de ces bornes est d'environ, le coût d'installation est d'environ 10 000 €. Le coût d'exploitation, lui, est beaucoup plus important. Il faut savoir que ce sont des équipements qui sont techniquement sensibles, puisqu'il y a de l'électronique dedans, et qui nécessitent donc quand même un entretien très régulier, et qui sont malheureusement très souvent vandalisés. Donc on a l'exemple là aujourd'hui derrière nous, où une des bornes fontaines n'est pas en fonctionnement. Le contrat d'exploitation entre la SGDE et la CACL arrivant à son terme en fin d'année, aucune initiative ne devrait être prise concernant la problématique de l'eau d'ici 2017. Merci à la Guyane pour faire nous de l'eau dans sa quartier. Merci beaucoup.
Et la saison cyclonique qui a débuté ce mercredi s'annonce comme une année normale, selon Météo France Guadeloupe. Pourtant, deux tendances s'opposent. Certains organismes annoncent une saison active, avec notamment le phénomène La Niña. Les explications avec Bénédicte Jourdier. Les prévisions pour l'année 2016 sont très proches d'une année normale, selon Météo France. Une année correspondant à 12 phénomènes atteignant au moins le stade de tempête tropicale. On parle de 12-13 phénomènes nommés. 3 à 4 phénomènes qui devraient atteindre le stade d'ouragan et 2, 3 qui pourraient devenir majeurs. Mais cette année, deux tendances s'opposent selon les organismes en charge de la surveillance et de l'alerte cyclonique. Soit une saison active mais stable, soit une activité cyclonique en hausse. Deux versions liées à une lecture différente des phases d'oscillation australe, autrement dit les phénomènes El Niño et La Niña. El Niño est en train de faiblir, devrait même disparaître au cours de l'été ou vers la fin de l'été. Et les prévisions de l'oscillation australe donnent la phase inverse pour la fin de l'année 2016, la phase inverse qu'on appelle le phénomène La Niña. Et quand on est en phénomène La Niña, l'activité cyclonique sur l'Atlantique tend à devenir supérieure à la normale. Alors, c'est pour ça qu'on a un petit peu ces deux prévisions d'activité cyclonique qui sont un petit peu différentes parce que certains mettent davantage l'accent sur le phénomène La Niña qui viendrait se mettre en place. D'autres, bien sûr, prennent en compte ce phénomène La Niña. Ceci dit, alors c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a également d'autres phénomènes importants en données d'entrée de ces prévisions d'activité cyclonique sur l'Atlantique. Il y a une autre oscillation multidécennale dans l'Atlantique qui, elle, est défavorable à l'activité cyclonique. Donc les deux viennent un petit peu se contrebalancer. C'est pour cette raison que Météo France suit les prévisions annoncées par les Américains, mais cet ingénieur rappelle que celles-ci ne sont que des tendances. Il faut rester prudent et s'informer régulièrement de l'évolution des différents phénomènes. La PEDAG, en partenariat avec la ville de Lamentin, a invité les jeunes de 16 à 26 ans à la journée itinérante de l'alternance à la médiathèque de la commune. Une journée d'information pour les jeunes qui souhaitent construire un parcours de formation par le biais de l'alternance. Patrick Pierrot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur adjoint de la PEDAG. Je vous propose d'abord de regarder le reportage de Karen Diamin qui était avec vous ce matin sur place. Merci. Pour sensibiliser les jeunes aux différentes formes de formation, la PEDAG a mis en place la journée itinérante de l'alternance. Bien que nous ayons un site internet, les jeunes postulent, mais peu. Donc on a décidé en fait, depuis cette année, de se déplacer, d'aller dans les communes, de rencontrer les jeunes, donc pour les sensibiliser à l'alternance et voir en fait quels sont ceux qui souhaitent poursuivre par un parcours en alternance. On a mis en place au niveau des mairies un référent de l'alternance. Donc ce référent, sa mission en fait, c'est de recenser sur le territoire de sa commune, de recenser les jeunes âgés de 16 ans et plus, de voir avec eux en fait quels sont ceux qui seront prêts à poursuivre par la voie de l'alternance. Bien conscient des difficultés qui peuvent exister dans le monde du travail, l'entreprise boulangerie-pâtisserie Gabriel a souhaité participer à ce projet pour proposer des solutions à une jeunesse en quête de réponses. Je pense que le jeune aujourd'hui, il a envie d'apprendre un métier, il a envie de faire du manuel. Donc le but aujourd'hui, c'est effectivement ces jeunes-là, pour sortir dans l'oisiveté, de faire une formation d'apprentissage, de toucher, de palper le produit et aussi de suivre des cours aussi de technologie, théorie au CFA, pour quand même avoir un diplôme à la fin. Nous, on joue le jeu avec l'entreprise Gabriel, on en a 11 dans l'entreprise et c'est vrai que cette année, il y en a 6 qui partent, qui ont fini leur apprentissage, donc on doit remplacer ces 6 jeunes par 6 autres jeunes. Donc nous, aujourd'hui, c'est une bonne chose au Lamentin de leur proposer nos offres via la PEDAG, bien sûr. Un moyen d'apprentissage plus manuel que traditionnel, un atout qui a su séduire Louisiana et Jordan. L'alternance, c'est bien, on t'apprend le métier plus vite et c'est plus sur le terrain, donc je voulais faire ça. Je voulais faire monter au dépanneur à faire de la climatisation. Et je suis venu voir s'il y avait le métier de l'alternance. La plupart des jeunes cherchent du travail
Et au lieu qu'on reste assis à ne rien faire ou bien rester chez nous à ne rien faire, il vaut mieux qu'on se dirige vers une formation et réussir aussi. Moi, je souhaite travailler avec les enfants. J'en ai des enfants et j'adore les enfants. Et si je trouvais au moins une formation pour travailler avec les petits-enfants, en petite enfance, ça m'a intéressé. Avec plusieurs domaines de formation, l'alternance est l'un des meilleurs moyens d'acquérir de l'expérience professionnelle. Il ne faut pas que l'alternance soit considérée comme une voie de garage. C'est un moyen de se former autre que la formation continue et d'autres types de formations qui existent. Et l'avantage de l'alternance, c'est que le jeune, tout en apprenant un métier, donc il apprend un métier, il se forme, il a surtout de l'expérience. Et c'est ce qui prime maintenant, parce que quand on cherche un emploi, l'employeur demande combien d'années d'expérience, 1 an, 2 ans, mais là au moins il prépare un CAP, et c'est qu'à l'issue du CAP, il aura 2 années d'expérience. Et par la suite, il pourra aussi poursuivre par une mention complémentaire, et de là, sur 1 année, avoir 3 ans d'expérience dans le domaine. Au total, 35 jeunes ont participé à cette journée itinérante de l'alternance. La prochaine est d'ores et déjà programmée, le 16 juin prochain, à Petit-Bourg. Patrick Pierrot, ils n'étaient pas nombreux aujourd'hui à cette fameuse journée. Est-ce que l'apprentissage attire les jeunes Guadeloupéens? L'apprentissage attire les jeunes Guadeloupéens. C'est une voie de formation qui est différente de la voie classique, on va dire. Ça permet à la fois de se former dans un centre de formation, un CFA, et d'avoir une partie pratique en entreprise où on apprend un métier. Donc c'est une formation qui, au final, attire les jeunes. La difficulté, c'est de les motiver à venir lors de ces manifestations. L'information est passée. Malheureusement, le chiffre n'était pas effectivement... on attendait un peu plus de jeunes que ça. La prochaine manifestation étant prévue le 16 à Petit-Bourg, on va sûrement redoubler en termes de communication, de manière à avoir un maximum de jeunes qui aient cette information. C'était la première date, c'était un démarrage, mais je pense que la prochaine date, on aura vraiment plus de jeunes. Alors, certains perçoivent l'apprentissage comme une voie de garage, mais d'autres comme la voie royale pour trouver un emploi. L'apprentissage n'est pas une voie de garage, ça je vous le confirme. C'est la voie royale pour trouver un emploi, puisque ça permet en fait à un jeune d'avoir à la fois un apprentissage théorique, puisqu'il est dans ce centre de formation, ça peut être un CFA pour les métiers en apprentissage, ça peut être un centre de formation, s'il est en professionnalisation, au-delà de 26 ans, et d'avoir une partie où on est en entreprise avec un tuteur qui vous apprend le métier. Donc les formations d'alternance, très souvent, sont vues comme étant des formations pour les premiers niveaux de formation, on va dire niveau CAP. La formation en alternance, en réalité, va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, un large panel de formations. Toutes les formations qui existent aujourd'hui peuvent être faites par la voie de l'alternance. C'est parfois le parcours du combattant pour les jeunes apprentis de trouver une entreprise d'accueil. Est-ce que celle de la Guadeloupe joue le jeu? Alors, les entreprises de la Guadeloupe jouent le jeu, mais je pense que ce n'est pas uniquement le rôle des entreprises. Les entreprises doivent jouer le jeu, les jeunes aussi doivent trouver le jeu. Alors, quand je dis ça, un jeune doit jouer le jeu parce qu'en fait, avant de choisir de venir dans une entreprise, on ne choisit pas une entreprise, on ne choisit pas un métier par hasard. Donc il faut d'abord avoir réfléchi son projet professionnel, savoir vers quelle voie on veut s'orienter. Arriver en entreprise, il ne s'agit pas simplement de dire l'entreprise joue le jeu, il faut que le jeune, en fait c'est un vrai entretien d'embauche. Il faut qu'il arrive à être convaincant, à prouver au chef d'entreprise qu'il va être un élément de son équipe, lui permettre de faire croître les résultats de l'entreprise. Et quel est le rôle de la pédague? Alors le rôle de la pédague, nous on sert d'intermédiaire entre à la fois les jeunes, les centres de formation et les entreprises. Au quotidien, les développeurs de l'alternance font la visite du territoire, visitent des entreprises, leur présentent le dispositif, leur présentent des avantages et dans la mesure où l'entreprise a la capacité d'embaucher, lui propose le dispositif de l'alternance comme solution alternative, au lieu de faire une embauche en CDI ou en CDD plutôt, très souvent en CDD ou alors en intérim. L'idée, c'est d'avoir un jeune qui est disponible dans l'entreprise, pas forcément à temps plein, puisque la formation se fait en alternance, et qui permet de couvrir les besoins de l'entreprise. Et pour tous ces jeunes qui nous regardent ce soir à la télé, comment ils font pour vous joindre? Alors c'est très simple. Aujourd'hui, tous les jeunes postulent directement sur le site de la pédague, www.pédague-guadeloupe.com. On a aujourd'hui une centaine d'offres qui sont en ligne. On a effectivement, on ne choisit pas une offre au hasard, on a un choix professionnel qu'on a fait, on cherche un diplôme qui correspond à ce qu'on souhaite faire et on postule. Dès que le jeune a postulé, il est contacté par un conseiller, il a un entretien, et en fonction de l'entretien et de l'échange qu'il a eu, il est présenté au chef d'entreprise, et c'est lui qui doit obtenir la signature de son contrat. On le met en relation, on est un facilitateur en fait. Et quels sont les secteurs les plus porteurs d'emploi? Alors, les secteurs les plus porteurs d'emploi, c'est une question colle qu'on nous pose souvent. En réalité, je dirais que les métiers de bouche sont très, très porteurs d'emploi. Cependant, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas été encore sensibilisées. Et il faut aussi que l'offre de formation soit adaptée aux besoins futurs du marché. Et c'est là toute la difficulté. Que les centres de formation
puissent avoir l'info des chefs d'entreprise, des besoins futurs, de manière à mettre en place des formations qui répondront aux besoins de demain. Et c'est une difficulté, effectivement. Est-ce que l'offre est adaptée justement aux besoins des entreprises? Mais pas toujours, justement. Il y a certaines fois des formations qui sont des formations classiques, qui sont dans le département depuis des années. Il faudra un peu dépoussiérer tout ça. Donc ça demande de se mettre autour d'une table, de réfléchir, de se projeter dans le futur et de dire, voilà, à l'horizon 10, 15, 20 ans, les formations, les besoins du marché seront ceux-là, et de mettre en place des dispositifs de formation. Est-ce que vous collaborez justement avec Pôle emploi, ce genre d'organisme? On collabore avec toutes les structures. Nous, on est une structure qui est missionnée par la région Guadeloupe. Donc de ce fait, on travaille avec le service formation de la région, le service formation qui chapeaute aussi les CFA. Et on essaie de trouver, mais d'avoir l'info des chefs d'entreprise pour permettre qu'un plus grand nombre puisse trouver un contrat. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, l'offre s'est beaucoup diversifiée. Les métiers de la bouche, de l'art, le BTP, finalement, beaucoup de filières. Enfin, on trouve l'apprentissage dans énormément de filières. L'apprentissage existe dans pratiquement toutes les filières. Pratiquement toutes les filières. Aujourd'hui, elles sont toutes présentes en Guadeloupe? Malheureusement, non, on est un petit territoire. C'est ça la difficulté du territoire, c'est que si un chef d'entreprise a besoin d'un métier bien spécifique, j'imagine qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des métiers d'environnement. Sur le département, il y a très peu de filières sur l'environnement. Et pourtant, tous les analystes le disent, c'est un vrai vivier d'emploi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre de formation dans ce domaine-là, par exemple, juste comme ça. Patrick Pierrot, vous êtes un spécialiste de, j'ai envie de dire, l'insertion des jeunes par le biais de l'apprentissage. On retrouve énormément de jeunes, j'ai envie de dire, dans la rue, près de 60% de taux de chômage. Alors qu'il existe pléthore de structures, justement, pour les aider à trouver un emploi ou une formation. Comment vous l'expliquez? Expliquez cette situation. La situation, effectivement, est assez complexe, je vous l'accorde. Néanmoins, beaucoup de jeunes ne font pas forcément l'information. Ils restent sur eux, ils n'ont peut-être pas envie d'y aller, ils ont peut-être eu des échecs par le passé. La situation n'est pas simple. Sur le territoire, il y a beaucoup de structures qui s'en occupent. Il y a la mission locale, il y a le RSMA qui fait beaucoup d'actions. Néanmoins, les chiffres sont là, ils sont têtus. Il y a beaucoup de jeunes qui on les voit dans la rue, ils sont oisifs. C'est une bonne question, mais je n'ai pas forcément les réponses à vous donner, parce que ce n'est pas juste mettre en place des formations, il faut que les jeunes se prennent en main, que les chefs d'entreprise, c'est ensemble qu'on va y arriver, ce n'est pas juste sur un seul élément qu'il faut appuyer, c'est que tout le monde, à un instant T, qu'il y ait une concertation et que les gens travaillent dans le même sens, de manière à ce que le plus de jeunes puissent trouver un emploi, que les chefs d'entreprise jouent le jeu, je suis d'accord, mais aussi que les jeunes sachent que quand on est en entreprise, ce n'est pas du tout le même rythme que quand on est simplement au lycée. À la fois faire un contrat en alternance, il y a à la fois les exigences du diplôme qu'on prépare, donc dans le cadre scolaire, dans le cadre du CFA ou du centre de formation, il y a aussi les exigences des entreprises. Par exemple, en boulangerie, très simplement, certains jeunes choisissent la boulangerie, quand ils découvrent le métier de la boulangerie, il faut se réveiller à 5 h du matin, ils n'y avaient pas pensé. Donc la pédagogie, justement, quand on reçoit les jeunes, on leur explique les différents métiers, on leur parle, on essaie de bien voir qui est accordé sur le choix qu'ils ont fait, savoir si réellement ça correspond à leur vraie envie. Parce qu'on ne peut pas se lancer, par exemple, dans un métier bouffe, en cuisine, par exemple, si on n'aime pas ça. Donc il faut bien choisir son métier. Donc ça vient dès le départ, dès l'orientation, c'est très important. Patrick Pierrot, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. La 8e édition du Salon de l'Habitat ouvre ses portes demain en Guyane. 70 exposants sont attendus. Ayodele Germa a rencontré quelques-uns avant la grande ouverture. On regarde le reportage ensemble. Du confort d'un séjour douillettement meublé à la solidité d'un mur de briques rouges, le Salon de l'Habitat se prépare à son ouverture. Joanne Benet prête une attention particulière au branchement des différents câbles de cet aspirateur centralisé, car pour vanter ses capacités, une démonstration vaut 1000 mots. Un produit qu'il commercialise en Guyane depuis 1 an. L'aspiration centralisée avant tout, c'est un produit vraiment qui est basé sur l'hygiène. Donc ça veut dire que par rapport à un aspirateur traîneau, donc ça veut dire qu'on n'a plus de problème de rejet de poussière, ou de problème d'acariens, de bactéries, de pollen également, toutes les personnes qui sont asthmatiques également. Donc ça veut dire qu'en fait on filtre une pièce avec ce système-là jusqu'à 99,9%. En dehors de la maison, la piscine. C'est du ressort de Jean-Pierre Boucher, pisciniste depuis 25 ans. Il s'est spécialisé dans la réalisation de bassins en carrelage de pâte de verre stylisées. On a en 25 mm, en 50 mm aussi. Et puis bon, on a des choix de couleurs de plus en plus. Avant, on travaillait beaucoup avec des bleus. Maintenant, on travaille avec des verts, des mélanges de bleus, des mélanges au choix. On a des carreaux nacrés, on a des carreaux très brillants. Et ça permet de personnaliser sa piscine, d'avoir une piscine unique chez soi.
Pousser ou soulever, telle est la question. Cette citerne d'une contenance de 1000 litres pèse près de 100 kg à vide. Elle abrite un système de filtration des eaux usées grâce à des fragments de fibres de noix de coco, la mésocarpe. Pour schématiser, vous avez une arrivée des eaux usées qui vient sur un auget basculant. Donc la partie de l'auget va se remplir. Une fois que cette partie est pleine, elle va se déverser sur une plaque de répartition qui est perforée, de manière à diffuser l'eau sur l'ensemble des fragments de coco. L'avantage de ce média, c'est qu'il comporte un élément chimique qui s'appelle la lignine, qui lui donne une très bonne tenue dans le temps. Et nous garantissons les qualités épuratoires du biofiltre pendant 10 ans. 1 200 € pour un stand durant 3 jours, une somme que les participants n'hésitent pas à débourser pour espérer remplir leur agenda. C'est un investissement à long terme. L'intérêt, c'est d'être présent, de se montrer, de montrer notre produit, de communiquer avec le public, de connaître les attentes du public par rapport à un produit qui est relativement nouveau en Guyane. Il est essentiel d'être présent sur un tel salon. Pour preuve, 70% des participants au dernier salon de l'habitat sont revenus exposer cette année. Il ouvrira ses portes demain à 15 h au Proc de Matoury. Restez avec nous dans un instant, la semaine de la courtoisie célébrée au CHU de Pointe-à-Pitre. Et puis le portrait d'un champion, celui du cycliste abymien Claire Valentin, 2 fois vainqueur du Tour de la Guadeloupe. Nous sommes en pleine semaine du développement durable et pour l'occasion, l'Éducation nationale et l'Office national des forêts de la Martinique se sont associés pour sensibiliser le jeune public. Au total, une 60aine de collégiens étaient réunis à l'Anse-Charpentier à Sainte-Marie pour une opération de reforestation, un geste écologique qui devrait rétablir l'écosystème local, comme nous l'explique Anaïs Gall d'ATV Martinique. Creuser, piocher pour ensuite mettre de nouveaux plants en terre, le long de la plage d'Anse-Charpentier, c'est une véritable initiation à l'arboriculture. Pourtant, loin du cours de jardinage, il s'agit ici d'un geste pour le développement durable. Avec l'opération Un arbre pour le climat, ces collégiens participent à la reforestation du littoral. On a planté des catalpas, des gommiers rouges, on a planté plusieurs arbres. C'était pour donner plus de végétation. Parce que c'est un peu, on va dire, un peu vide. Au total, 52 espèces d'arbres ont été plantées pour reboucher la trouée qui s'est formée dans la forêt. À l'origine du problème, la fréquentation croissante de l'homme, mais aussi une érosion naturelle des sols. Anse-Charpentier est surtout un site de ponte majeur pour les tortues luttes en Martinique. Il était donc important de remédier à la déforestation. Les tortues ont besoin de l'obscurité naturelle et avec les lumières de la ville, ça peut poser problème. Les tortues peuvent être attirées par les lumières de la ville, désorientées. Donc reconstituer le cordon arbustif et arboré, c'est aussi lutter contre la pollution lumineuse. Les élèves profitent de la visite pour arpenter la plage à la recherche d'empreintes. Et après quelques instants seulement, les traces ne font aucun doute. On voit même la montée et la descente qui était derrière vous, je crois. Les tortues, quand elles viennent pondre, elles font des nids de profondeur de 80 cm, un nid. Et en fait, il ne faut pas les toucher puisque si on les touche, du coup, ça va abîmer les œufs. Je ne savais vraiment pas que c'était des espèces menacées d'extinction. Donc maintenant que je le sais, je pense que je vais faire un peu plus attention. Pour certains collégiens, cette journée sonne comme l'achèvement d'un long programme d'apprentissage. Pour les élèves de 3e du Lamentin, cela fait 4 ans déjà qu'on travaille sur le développement durable. L'occasion de façonner les mentalités de demain. Nous sommes sur une petite île, nous sommes donc pris par l'insularité et donc on voit déjà aujourd'hui l'impact du réchauffement climatique sur notre île et puis dans le monde. Et je crois que c'est cette génération-là qui pourra peut-être changer les choses à l'avenir. Poiriers pays, résignés bord de mer ou gommiers rouges, d'ici 10 ou 15 ans, ils auront atteint leur taille adulte. La relève est assurée. Et la cellule de l'Institut de veille sanitaire de l'ARS travaille activement pour surveiller l'évolution du virus Zika dans notre archipel. Isabelle Hameau et Sarah Descamps se sont rendues dans leur bureau pour comprendre comment sont analysées ces données. On regarde leur reportage. C'est ici qu'une équipe de 3 infirmières réceptionne les données épidémiologiques du virus du Zika. Nous traitons en fait tous les signalements que nous classifions avant de recevoir les résultats
positif ou négatif. Ça, c'est un résultat qui vient de Saint-Marthe, ça se présente comme ça. Et on fait la recherche du virus sur le sang et sur les urines. Lorsque ces données, en fait, nous les saisissons via notre application, elles sont transmises directement à la lutte antivectorielle pour qu'eux puissent agir sur le terrain, se rendre compte effectivement de la situation, de la gravité et nous donner rétroactivement aussi d'autres informations. Des résultats qui permettent d'identifier rapidement les femmes enceintes atteintes du virus. En Guadeloupe, elles sont 42 et 4 à Saint-Martin. Sur Saint-Barthélemy, aucun cas n'est signalé. Quand ces femmes sont détectées Zika positif, nous les mettons en fait dans une boucle avec le CPDPN en fait, qui est un centre de périnatalité qui s'occupe exclusivement des femmes enceintes en ce moment qui ont eu le Zika. Donc elles auront un suivi pendant leur grossesse jusqu'à leur accouchement et même après, et pour leur enfant jusqu'à 2 ans. Néanmoins, de nouveaux cas de complications neurologiques graves ont été détectés, une myélite et une méningo-encéphalite. Donc c'est en fait une méningite qui atteint également le cerveau. Voilà. Donc ce sont chez des personnes dont la confirmation au Zika a été bien vue. Donc c'est bien des cas confirmés au Zika. Si le virus se transmet principalement par piqûre de moustique ou encore par voie sexuelle, des études sont en cours pour découvrir d'autres modes de transmission. Pas de quoi s'inquiéter en Guadeloupe. Selon les épidémiologistes, le Zika ne serait finalement pas plus alarmant que la dengue ou le chikungunya. Et la ville des Abîmes rend hommage à l'un de ses plus grands cyclistes, Valentin Clerc, dit Tintin le Jaune. Il a été 2 fois vainqueur du Tour de la Guadeloupe, un homme d'engagement qui tout au long de sa vie a œuvré pour le développement du cyclisme, mais aussi d'autres sports. Nathalie Zinan et Moïse Dexter l'ont rencontré. Tintin le Jaune, Noé pour les intimes, cycliste vainqueur du Tour de Martinique en 75, de Guadeloupe en 77 avec le record du mur de Saint-Claude, vainqueur en 78 des Tours de Guadeloupe, Martinique et Marie-Galante, altruiste, père exemplaire, passionné de jardin, la ville des Abîmes honore un homme exceptionnel, Valentin Clerc. Dès l'arrivée du maire des Abîmes, il m'a toujours demandé de me mettre à l'honneur. Et sincèrement, je vous dirais, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai quand même pensé qu'il y avait avant moi. Avant moi, c'est tout ce qui ont fait avant, puisque s'il y a un Clerc Valentin, parce qu'il y avait avant. Avant, c'est les René Coq, c'est M. Esnard, M. Sono-Usul, il y avait M. aussi de Blasia, il y avait d'autres qui ont fait. Pendant plus d'1 mois, les amis de l'Amicale, les associations de la ville des Abîmes et aussi d'ailleurs vont rendre hommage à cet homme d'engagement. Kenneth El Negro, pouvait-on entendre à l'époque par les Colombiens surpris par les exploits de ce champion hors du commun. Après plus de 40 ans, il a du mal à raccrocher. Il a enrôlé toute sa famille. Raccrocher le vélo, c'est beaucoup dire, mais je suis toujours quand même dans l'organisation, qui veut dire que je suis dans le vélo. À notre époque quand même, il y avait beaucoup de respect pour ceux qui étaient autour de nous, ceux qui nous accompagnaient bénévolement. Maintenant, ça, c'est pas pareil, puisque là, on sent que quand même la famille est là, mais à notre époque, il y avait la famille et aussi les amis qui étaient présents et il y avait beaucoup de respect pour les amis qui venaient bénévolement, qui venaient après nous. Qu'est-ce qu'ils nous demandaient? C'est juste de nous faire plaisir. Dès dimanche, un tournoi de foot des moins de 7 ans et des moins de 9 ans sera organisé par le Sirocco en l'honneur de Valentin Clerc. Des manifestations qui se termineront le 14 juillet avec la Coupe Frédéric Jalton. Et c'est l'heure des informations pratiques. La grève de l'eau continue dans les communes dépendant du SIAC. Des perturbations sont donc à prévoir demain, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et une cellule de veille a été activée par la préfecture. Les usagers d'ailleurs sont invités à signaler les coupures dans leur commune et dans leur quartier. Ils sont amenés à appeler au standard du SIAC au 0590 21 18 38. Et au Gosier, les écoles de Grand-Bois, de Margaillard seront fermées. En revanche, les écoles de Saturnin-Jazor, Germain-Lantin, Eugène Alexis, Georges Marcel, Suzanne Rollon et Maryse-Pierre Justin Borel seront également fermées au Gosier, ainsi que les écoles de Sainte-Anne, les écoles maternelles et élémentaires et les crèches de Sainte-Anne seront fermées. Il y aura des coupures d'électricité demain à Lamentin de 8h30 à 11h30.
concernant les logements des fonctionnaires du lycée Berthem-Juminaire. Et puis l'indice de l'air est mauvais, et même très mauvais. L'alerte rouge a été déclenchée pour aujourd'hui et demain. Il est recommandé aux femmes enceintes, personnes âgées, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires ou respiratoires d'éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, particulièrement aux périodes de pointe. Le niveau rouge a été déclenché pour demain et après-demain. Merci, c'est la fin de cette édition locale et régionale. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout de suite.